Salut les gars. L'histoire s'ouvre sur un décor familier, le quotidien ordinaire d'une famille. Dans la lumière douce du matin, une mère se prépare avec soin pour aller travailler, tandis que sa fille adolescente, absorbée par son téléphone, filme un nouveau tutoriel de maquillage. Elle parle avec assurance de looks lumineux et frais, de techniques pour agrandir le regard, incarnant ce monde parallèle où chaque geste devient contenu. Le récit se déplace ensuite vers la vie adolescente typique, des amis qui se retrouvent, qui chuchotent et rient, partageant des secrets sur les garçons, multipliant les plans pour l'été. Dans une boutique de donuts, la bande s'installe, transformant le comptoir en scène de leur théâtre quotidien. L'une d'elles, Amber, lâche des blagues crues sur les donuts glacés, déclenchant grimaces et rires gênés parmi ses amis. Puis la caméra invisible revient dans une maison tranquille, où une adolescente soupire son ennui. L'atmosphère est lourde de non-dits. Elle se plaint de tourner en rond, et sa mère, patiente, lui propose de chercher un emploi d'été, ou même de l'aider dans son propre travail. Mais la jeune fille rejette l'idée d'un geste de la main. La conversation s'envenime autour des lectures obligatoires des vacances, et de ce manque apparent de motivation qui exaspère la mère. Malgré ses efforts, celle-ci voit son dîner soigneusement préparé rester intact. Sa fille préfère s'éclipser pour retrouver ses amis, laissant derrière elle un vide qui blesse plus qu'elle ne l'imagine. La rupture de ton s'accentue lors d'une sortie au restaurant. Là, les adolescents s'adonnent à un jeu cruel, noter les filles de leur lycée selon leur attractivité. Les remarques deviennent de plus en plus crues, les rires plus lourds, jusqu'à ce que leurs propos basculent dans l'objectivation et l'humiliation. L'ambiance se tend encore lorsque le groupe tente de partir sans régler l'addition. Un employé les rattrape. Le ton monte, les mots claquent, et la situation dégénère. Dans la confusion, Léa est agrippée brutalement par le bras. L'homme se montre violent, déplacé dans sa manière de la retenir. La scène vire au chaos, les adolescents, terrifiés, s'éparpillent dans la rue, abandonnant leur ami. C'est à cet instant que Tom apparaît pour la première fois. Observateur silencieux, il s'avance et prend parti. Sa voix tranche l'air, accusant l'employé d'avoir dépassé les bornes, de traiter une jeune fille avec une brutalité inacceptable. Alors que Léa se retrouve seule, trahie par ses amis, Tom ne force rien. Il propose son aide, un simple geste, mais respecte son refus immédiat, conscient qu'il reste pour elle un inconnu. Tom, malgré le refus initial de Léa, insiste doucement. « Je ne vais pas te laisser rentrer seule, je peux au moins marcher un peu avec toi. » Ses paroles se veulent rassurantes, protectrices. Finalement, face à son insistance et à la solitude qui pèse, Léa finit par accepter plus que cela, elle monte dans sa voiture. Durant le trajet, l'atmosphère semble presque banale. Ils échangent sur leurs goûts musicaux, parlent de choses légères, comme deux connaissances qui se découvrent. Puis vient la question de l'âge. Tom répond sans détour, 34 ans. Léa, de son côté, affirme avoir 17 ans. L'écart est immense, inquiétant, mais la conversation se poursuit comme si de rien n'était, enveloppée d'une normalité trompeuse. Avant de la déposer, Tom demande son numéro de téléphone. Au cas où tu aurais encore besoin d'un coup de main. Elle hésite, puis finit par le lui donner. Pendant ce temps, dans son cercle d'amis, Léa est plongée dans les tourments typiques de l'adolescence. Elle prétend avoir un coup de cœur pour un garçon d'un autre lycée, à Vista. Mais Amber, suspicieuse, doute de cette histoire et se met à fouiller ses réseaux sociaux pour tenter de confirmer ou d'infirmer ses dires. Leur complicité d'amis laisse place à une tension sourde. Le film s'attarde ensuite sur la cellule familiale de Léa. Sa mère sort avec Glenn, un dentiste de Carlsbad, et Léa n'apprécie pas sa présence. Elle se sent mise à l'écart, remplacée dans la maison qui devrait être son refuge. Sa mère, absorbée par sa relation, ne mesure pas les blessures que ses propos infligent. Lorsqu'elle demande crûment à Léa de lui laisser de l'intimité, la jeune fille est dégoûtée, choquée par ce qu'elle perçoit comme un manque de respect. Pendant ce temps, Tom et Léa continuent de se voir. Leur relation se tisse dans les interstices de ses journées, empreinte d'une ambiguïté troublante. Tom se présente comme un homme différent des garçons de son âge à elle, plus philosophe, plus attentif. Il lui pose des questions sur les couchers de soleil, sur ses rêves, sur ses ambitions. Il critique la pression que sa mère lui met au sujet de ses études, de ses activités, lui soufflant qu'il existe d'autres chemins pour mener une belle vie. Quand Léa confie qu'elle aime chanter, Tom tente de l'amener à se produire devant lui. Elle refuse. Mais il insiste, franchissant doucement la limite de son espace personnel, montrant les premiers signes d'un comportement intrusif. Leur discussion révèle des blessures plus profondes. Léa évoque son père, installé en Arizona, reconstruit avec une nouvelle famille qui ne l'inclut pas. À la maison, les histoires amoureuses de sa mère nourrissent une instabilité permanente. Tom, lui, raconte ses propres fêlures, ses manques. Il affirme comprendre ce vide laissé par un père absent, renforçant l'illusion d'un lien complice. Peu à peu, Tom pousse Léa à franchir de nouvelles étapes. Il lui propose d'aller nager, un prétexte pour rapprocher leur corps et installer une intimité plus physique. Ce qui au départ semblait être de simples conversations complices se transforme en un lien plus intense, où Tom tisse subtilement sa toile, il nourrit la confiance, stimule l'émotionnel, mais isole Léa de ses repères habituels. Un jour, il l'emmène dans ce qu'il présente comme sa résidence temporaire, un simple mobil-home, un abri de fortune qu'il justifie d'un ton banal. Mon bail est terminé, je cherche un nouvel endroit. Ce n'est que provisoire. Ces explications paraissent raisonnables, mais la réalité choque, cet espace est tout sauf approprié pour accueillir une adolescente. Dans ce huis clos exigu, leur relation franchit un seuil. L'intimité physique s'accroît. Tom sort de l'alcool et le lui tend. Léa, hésitante, avoue qu'elle boit rarement, seulement ce que ses amis lui proposent lors de sorties. Elle révèle par là toute son inexpérience. Il en profite, guidant l'atmosphère, alourdissant les gestes. La scène devient pesante, dérangeante, marquée par un déséquilibre de pouvoir.
Les mots de Tom se font plus insistants. Il parle de destin, de connexion mystique, affirmant qu'ils étaient faits pour se rencontrer. Derrière ces déclarations, il dirige désormais la dynamique, orientant les gestes et les réponses de Léa, imposant peu à peu son contrôle. Le malaise culmine lorsqu'Emma, une amie de Léa, les croise par hasard. Son regard s'assombrit aussitôt, elle perçoit la gravité de ce qu'elle découvre, comprend qu'il y a là quelque chose de profondément déplacé. Tom, sans se démonter, l'invite à rester pour un feu de camp. Mais son attitude trouble tout davantage, car son intérêt semble soudain se détourner vers Emma. Léa, piquée au vif, laisse la jalousie s'immiscer. La situation devient intenable. Elle entraîne son amie et s'éloigne précipitamment, bouleversée. Ce départ ne met pourtant pas fin au malaise. Au contraire, il dévoile un nouveau visage de Tom, plus possessif, plus intrusif, révélant un besoin croissant de contrôler Léa, de la garder sous son emprise. La relation franchit un nouveau cap dans la domination. Tom exige des garanties, posant des mots qui résonnent comme une chaîne invisible. « Tu es à moi, pas vrai ?» Son regard ne laisse aucun doute. Il ne veut pas qu'elle voie d'autres garçons, pas même qu'elle imagine un monde en dehors de lui. Cette possessivité étouffante se durcit encore lorsqu'un soir, à son mobil-home, ils sont interrompus par l'arrivée soudaine d'une autre femme. La tension explose en une confrontation brutale. Tom, sans retenue, saisit la femme et la jette littéralement hors des lieux. Léa, tremblante, ose demander des explications. Qui est-elle? Pourquoi était-elle là? Tom, glacial, esquive. C'est juste une amie qui traverse des problèmes de couple. Rien de plus. Mais ses mots sonnent creux, ses mensonges deviennent maladroits, alourdis par une nervosité qu'il peine à dissimuler. Derrière son masque, on devine une vérité plus sombre, plus inquiétante. Le doute s'installe, et le monde extérieur commence à fissurer l'illusion qu'il a construite. Dans un restaurant, une serveuse reconnaît Tom. Profitant d'un instant d'isolement, elle s'approche de Léa et, à voix basse, l'avertit. Elle l'a vu, souvent, avec d'autres filles. L'alerte est claire, lourde de sens. Léa confronte Tom, cherchant la vérité. Mais sa réaction est immédiate, violente. Non seulement il s'en prend à elle verbalement, mais il retourne sa colère contre la serveuse, l'humiliant, l'intimidant jusqu'à lui arracher des excuses forcées. La scène glace Léa. Elle découvre non seulement la jalousie de Tom, mais aussi sa capacité à manipuler, à écraser quiconque menace son contrôle. À mesure que ce lien toxique se resserre, les autres relations de Léa s'effondrent. Elle s'éloigne de ses amis, s'enferme dans un silence tendu à la maison. Jusqu'au jour où, incapable de contenir sa colère, elle explose contre sa mère. Les mots fusent, cruels, implacables, elle l'accuse de ne pas être faite pour élever un enfant, de ne jamais avoir su être une mère digne. La dispute est déchirante, le fossé entre elles ne fait que s'élargir. Ce moment cristallise à la fois la rébellion adolescente et l'efficacité des tactiques d'isolement de Tom. Dans son cercle d'amis, la vérité éclate enfin. Léa fréquente un homme bien plus âgé. Mais au lieu de recevoir du soutien, elle est accueillie par des rires moqueurs et des commentaires sordides. Les garçons s'en donnent à cœur joie, lançant des plaisanteries obscènes sur l'écart d'âge, réduisant sa relation à une caricature de désir interdit. Patrick, le plus cru d'entre eux, ose des comparaisons dégradantes entre jeunes filles et femmes plus mûres, réduisant Léa à un objet de ragot, de ridicule, de mépris. Chaque mot, chaque éclat de rire, enfonce Léa un peu plus dans son isolement. Elle ne trouve plus refuge auprès de ses pairs. Son unique ancrage, son seul point fixe, demeure Tom. Et c'est à ce moment précis que le piège se referme. Le climax de sa manipulation éclate comme un coup de tonnerre, Tom lui propose de s'enfuir avec lui. Non pas une fuite désespérée, mais un voyage qu'il déguise en romance, en promesse d'évasion. Juste toi et moi, loin de tout. Il habille ce mensonge d'un geste tendre, glissant à son poignet un bracelet gravé Chasing the Sunset. Une phrase qu'il avait déjà murmurée lors d'une de leurs conversations intimes, désormais utilisée comme une arme, une preuve empoisonnée d'un destin qu'il prétend partager avec elle. Léa, fragile et en quête d'amour véritable, croit à cette illusion. Elle se laisse porter par l'idée d'une échappée belle, persuadée que Tom est son sauveur. Mais la vérité, elle, est beaucoup plus sombre. Derrière ce vernis romantique se cache le dessein réel de Tom, il l'a préparé, façonné, conditionné. Non pas pour un voyage d'amour, mais pour une descente dans l'exploitation. Car très vite, son masque tombe. Sous prétexte de bâtir leur avenir, Tom arrange une rencontre. Un autre homme attend Léa. Tom présente la chose comme une nécessité, un sacrifice pour l'argent, pour leur futur à deux. Mais ce n'est rien d'autre qu'une trahison totale, la dernière étape de son emprise. Léa n'est plus seulement une adolescente perdue dans une relation toxique. Elle est transformée, brisée, réduite à une victime de trafic, offerte au monde de l'exploitation sous le regard froid de celui qu'elle croyait aimer. Tom parvient à justifier l'injustifiable en utilisant l'arme la plus cruelle, les propres failles émotionnelles de Léa. Lorsqu'elle résiste, lorsqu'elle tente de se rebeller, il retourne ses mots contre elle. Tu as dit que tu voulais être avec moi? Tu m'as dit que tu me faisais confiance. Chaque phrase, chaque rappel, agit comme une chaîne invisible qui resserre son emprise. C'est un chantage affectif implacable, qui enferme Léa encore plus profondément dans le piège qu'il a patiemment construit. Et alors, l'histoire atteint son dénouement tragique. Léa est laissée seule, livrée à un homme qu'elle n'a jamais vu auparavant. Un client. Quelqu'un qui sait que cette nuit est sa première. La scène est glaciale. C'est à ce moment que la vérité éclate en plein jour. Tom n'était pas un amant, pas un protecteur, pas un complice. Il était un maillon d'une chaîne plus vaste, une pièce dans un réseau de trafic bien organisé. Léa, paniquée, cherche désespérément une issue. Elle tente d'échapper à cette prison à ciel ouvert. Elle décroche son téléphone, compose un numéro, espérant qu'une voix, quelque part, puisse la sauver.
Mais dans son désarroi, dans son esprit brisé, ce n'est pas vers sa famille ni vers ses amis qu'elle se tourne. C'est Tom qu'elle appelle. Celui qui l'a trahie, détruite, livrée. Celui qui, malgré tout, demeure son repère empoisonné. Mais Tom a disparu. Volatilisé, effacé comme une ombre après avoir accompli son dessein. Dans la dernière image, Léa, en pleurs, murmure au téléphone. « Tu me manques ?» Une supplique déchirante, un appel vide qui résonne dans le silence. Le film s'achève sur ce constat implacable, la force de l'emprise psychologique. Malgré la manipulation, malgré la douleur, malgré l'horreur, Léa reste prisonnière d'un lien invisible. Non pas les chaînes de fer, mais celle, plus redoutable encore, de la dépendance émotionnelle. C'est une conclusion qui glace le sang, le corps exploité, l'esprit brisé, et un cœur qui cherche encore l'abuseur. Un drame intime qui illustre la brutalité du grooming et l'empreinte indélébile qu'il laisse. Abonne-toi et like cette vidéo.